Bonjour et bienvenue dans ma première vidéo YouTube dans laquelle je vous accueille dans mon bureau qui, comme vous pouvez le voir, est absolument magnifique avec ses superbes teintes de vert sur les murs. Évidemment, c'est absolument faux. C'est les couleurs qui se trouvaient sur les murs quand on a acheté la maison l'été dernier et ça va bientôt changer. Je suis en train de faire des tests peinture pour trouver la bonne nuance de blanc pour que je me sente encore mieux dans ce bureau parce que j'adore les énergies qui y sont. Mais alors là, le vert sur les murs, c'est pas possible. Bref, c'est pas le sujet du jour, la déco de mon bureau et la peinture sur les murs, mais fallait vraiment que je le précise parce qu'en plus en vidéo, ça rend encore pire que ce que c'est en vrai. Je vous accueille aujourd'hui pour parler de la raison qui m'a menée à quitter Instagram pendant plusieurs mois. Non pas que ma décision ait besoin d'être justifiée, absolument pas. D'ailleurs, c'est pas une vidéo justificative que je fais, hein, soyons bien clairs. C'est une vidéo que je fais parce que je ressens le besoin de devoir partager en fait mon histoire, de devoir partager ce qui m'est arrivé et du coup en fait vous expliquer tout le processus et la finalité qui a été que je fasse le choix d'arrêter Instagram pendant plusieurs mois pour ma propre santé en fait psychologique. Avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à préciser que si je vous partage mon histoire aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin et j'ai pas envie de recevoir dans les commentaires des conseils en fait pour quoi faire, comment je devrais gérer, etc. Parce qu'en fait, je suis déjà aidée pour tout ce que je vais vous raconter et si je vous le partage aujourd'hui, justement, c'est que je suis suffisamment sortie de tout ça pour avoir cette force en fait, de le partager publiquement. Je tiens également à vous préciser, avant de rentrer dans le vif du sujet, les différents thèmes en fait que je vais aborder dans cette vidéo parce que peut-être que c'est absolument pas le moment pour vous d'écouter en fait mon histoire parce que vous vous trouvez déjà dans un moment de votre vie où peut-être c'est compliqué pour vous, où vous êtes fatigué, ou moralement c'est déjà un petit peu dur pour vous et peut-être que le fait d'écouter cette vidéo en fait ne va faire que rajouter peut-être à votre charge mentale ou à votre charge émotionnelle et c'est pas du tout le but. Donc les différents thèmes en fait qui vont être abordés dans cette vidéo vont être le décès d'un de mes chats, donc de mon chat Oreo, le deuil animalier, la dissociation post-traumatique, le deuil pathologique, l'état dépressif et mon hypersensibilité qui m'a littéralement éclaté à la figure l'été dernier. Donc vous voyez que ce sont des thèmes qui sont quand même assez, pas lourds, mais un petit peu quand même, et surtout pas drôles du tout. Même si je vais vous raconter ça aujourd'hui de manière assez détachée dans le sens où j'ai pris du recul et j'ai beaucoup avancé, c'est pas une histoire qui est forcément très drôle à entendre. Donc si vous vous sentez pas, regardez cette vidéo à un autre moment. Si en septembre 2023, j'ai pris cette décision donc de quitter Instagram pour plusieurs mois et de me consacrer à ma guérison, eh bien en fait la source de ça prend naissance en mars 2020. En mars 2020 déjà, pour vous situer un petit peu le contexte si vous vous en souvenez pas, on est en plein confinement et à la fin du mois de mars, je perds un de mes chats. Donc j'avais deux chats, Oreo et Chouquette. Donc j'ai toujours Chouquette. Peut-être que si vous me suivez sur Instagram, vous la voyez passer de temps en temps en story. Et en fait, je perds Oreo. Et cette histoire, elle a commencé dans la nuit du 24 au 25 mars 2020. En fait, je me réveille d'un coup en pleine nuit avec la sensation et la certitude très forte qu'il est arrivé quelque chose à mon chat Oreo. Ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir ce genre de réveil en fait intuitif, on va dire, dans laquelle j'ai une sensation très forte et avec le temps aujourd'hui, je sais que je peux complètement me fier à ces réveils en fait qui me donnent une information dont je ne sais rien, mais que je sens être vraie. Donc vous imaginez bien que je commence à stresser, dès que je sens qu'il y a un chat qui monte sur mon lit, je le caresse de suite pour savoir qui c'est, parce que comme Oreo et Chouquette, ils n'ont pas les mêmes poils, même dans la nuit, en fait, j'arrive à savoir qui est qui. Et en fait, ils ne rentrent pas de la nuit, ce qui déjà n'était pas normal. Donc, énormément de mal à dormir. Le lendemain matin, dès qu'il fait jour, je sors dans le jardin, je vais l'appeler. Et là, en fait, aucune nouvelle de lui, il ne rentre pas, il me répond pas. Quand je dis qu'il me répond pas, ça peut peut-être faire sourire, mais en fait, c'est une sorte de communication qui s'est installée entre moi et mes chats depuis qu'ils sont tout petits, en fait, à force d'être avec eux, de créer du lien et de sortir avec eux, en fait, dans le jardin.
Quand je les appelle, ils reviennent, même s'ils sont loin et que je les vois pas, ils reviennent au bout de 5 minutes, grand maximum 10 minutes. Et en fait, ils répondent dans le sens où ils vont miauler pour me dire je t'ai entendu, j'arrive, je suis pas loin. Et donc là, en fait, aucune réponse d'Oreo. Donc comme on est en confinement, je laisse passer la matinée et en début d'après-midi, en fait, je me dis que là, c'est pas possible, je vais pas attendre comme ça, sans rien faire, que potentiellement, il rentre à la maison comme ça par miracle. Donc je sors, je vais faire le tour du quartier, je l'appelle, aucune réponse, je ne le retrouve pas, aucun signe de lui. Tout l'après-midi, je l'appelle, aucune nouvelle, il répond pas, la nuit passe. Pareil, il ne rentre pas, donc vous imaginez bien que je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait que pleurer, j'étais vraiment dans un état catastrophique. Et le lendemain matin, je ressors pour l'appeler, et là en fait, dans une rue qui se trouvait derrière chez moi, j'entends miauler. Donc je m'arrête, je l'appelle, il miaule, et là je me rends compte que son miaulement vient du sol. Donc je baisse la tête, et je me rends compte qu'en fait, à ras du sol, il y a un tuyau d'à peu près cette grosseur-là, un petit peu comme un tuyau de gouttière, et que le son de son miaulement sort de là. Comment vous dire qu'à ce moment-là, il y a un espèce de truc qui me tombe dessus, parce que je comprends à quel point en fait la situation elle est grave, et que mon chat en fait il est coincé sous terre. Parce que ce tuyau en fait c'est un tuyau qui récolte les eaux de pluie en fait qui glissent sur la route, et qui viennent les faire se projeter en fait dans le pluvial plus bas qui en fait passe devant ma terrasse. Donc je sais exactement la configuration du truc et là je comprends à quel point ça va être la merde parce que comment est-ce que je vais faire pour le retrouver? Comment est-ce que je vais faire pour aller le chercher? Comment est-ce que je vais le faire pour le sortir de là? Donc là je me mets encore plus à pleurer, je suis complètement désemparée. Je décide d'appeler les pompiers. Normalement, on dit que les pompiers ne viennent pas. Et là, en fait, je pense que quand ils ont entendu l'état dans lequel j'étais au téléphone, ils se sont déplacés malgré qu'on soit en confinement. Donc ils étaient deux et il y en a un des deux parce que l'autre c'était un gros con donc je vais pas m'attarder dessus mais l'autre en fait m'a aidé, on a soulevé toutes les plaques d'égout de la rue sur vraiment beaucoup de mètres pour arriver à voir si on le voyait et si on pouvait le récupérer. Évidemment, ça n'a pas été le cas, vous vous en doutez. Donc en fait, ils sont partis. Moi, je me suis retrouvée dans la rue à pleurer encore plus parce que je savais que si eux, ils n'avaient pas pu m'aider, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir faire. Que je me sentais désemparée, vraiment, je ne savais plus comment faire en fait. Donc en début d'après-midi, je retourne le voir pour lui parler parce que vous imaginez bien qu'à partir du moment où en fait je l'ai entendu et que j'ai compris que c'était lui, je lui ai parlé, je lui ai dit que j'étais là, que j'allais pas l'abandonner, que j'allais tout faire en fait pour le sauver, pour le sortir de là. Sauf que l'après-midi, quand j'y suis retournée, en fait, il miaulait plus, il me répondait plus. Et là, vraiment, ça a été encore pire pour moi et c'est, je pense, qui a tout déclenché par la suite. C'est que si jusqu'à présent, je savais que la situation, elle était grave et qu'elle était compliquée et que je savais pas comment j'allais faire pour m'en sortir et pour le sortir de là, en fait, j'avais encore de l'espoir parce que tant qu'il miaulait, déjà, ça voulait dire qu'il était vivant. Et ça voulait dire aussi que potentiellement, en continuant de marcher, peut-être que j'allais l'entendre miauler ailleurs. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà, vous, parlé dans un tuyau. Quand on parle dans un tuyau, en fait, le son se propage jusqu'à trouver une sortie. Sauf que cette sortie, elle peut se situer vraiment très loin de là où vous êtes vous. Et c'est ça qui avait été compliqué en fait le matin, c'est que si nous, on l'entendait miauler là où nous, on se trouvait, mais en fait, on ne savait pas lui où est-ce qu'il était de l'autre côté. Parce qu'en fait, avec un de mes voisins, on a fait descendre une GoPro accrochée à une voiture télécommandée en fait dans le tuyau. Et en fait, on ne le voyait pas. Donc c'est comme ça que je me suis dit que en fait, il devait être vachement plus loin. Et le fait qu'il ne miaule plus, j'avais plus l'espoir de pouvoir en fait me repérer au son de sa voix. Ça a été dramatique à ce moment-là pour moi parce que je me suis dit qu'en fait il était en train de mourir ou qu'il était déjà mort ou alors qu'il était endormi de fatigue. Et donc j'y suis retournée dans l'après-midi encore et il miaulait plus. Et en fait à la fin de la journée, j'ai dû prendre la décision de l'abandonner. J'ai dû me résoudre à reconnaître qu'en fait là, il n'y avait plus rien à faire et que je ne pouvais plus rien faire. Et ça a vraiment été
le pire de tout, c'est de savoir que mon chat est coincé sous terre et qu'en fait, je n'ai pas pu le sauver, que je n'ai plus rien à faire et qu'en plus, je dois me résoudre à le laisser là où il est parce qu'il n'y a rien à faire. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'état dans lequel on se trouve après ça, l'état émotionnel dans lequel on est. Personnellement, ça a été le moment le pire de toute ma vie. Ça a été le moment le plus dur de toute ma vie. Le soir, je pleurais tellement. J'étais tellement dans une détresse émotionnelle énorme. J'avais tellement mal au cœur. Quand je dis que j'avais mal au cœur, c'est que ce soir-là, mon cœur, il s'est brisé. Il y a une part de moi, en fait, qui est morte avec Oreo. Et en fait, j'avais tellement mal que le mécanisme que mon cerveau ou mon système nerveux a trouvé, parce qu'en fait, je pense qu'ils se sont dit « Attention, elle est en train de mourir, attention, elle est en train de mourir », de par la douleur, en fait, que j'étais en train de vivre et de ressentir. En fait, à ce moment-là, je revois très bien la scène, je me suis dissociée. C'est-à-dire que il y a la Marion qui était assise là sur le canapé en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Et en fait, il y en a une autre qui a fait qui s'est dissociée. Et la Marion, en fait, qui avait extrêmement mal et qui était en train littéralement de mourir de douleur, en fait, elle s'est mise sur le côté, comme dans une boîte. Toute la douleur, en fait, que je ressentais à ce moment-là, toutes les émotions qui étaient en train de me submerger, elles se sont rangées dans une boîte et en fait, je n'ai plus rien ressenti. Alors, je n'ai pas plus rien ressenti du tout, mais tout ce qui était trop, en fait, c'est comme si d'un coup, on avait appuyé sur un interrupteur et que ça s'était éteint. J'étais triste, par contre, je ne pleurais plus. Ça a fait vraiment comme dans les films, vous savez, quand il y a des scènes où en fait la personne, elle pleure, elle a vraiment extrêmement mal, elle est dans une souffrance pas possible. Et à un moment donné, vous la voyez relever la tête comme ça et son visage, il est stoïque. La personne ne pleure plus, il n'y a plus aucune émotion, comme si d'un coup elle ne ressentait plus rien. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais là en train de pleurer tout ce que je savais et au moment où je me suis dissociée, en fait, je n'ai plus rien ressenti. J'ai arrêté de pleurer instantanément. C'est extrêmement bizarre, en fait, à vivre. Et en même temps, ça se fait très naturellement. Je suis passée d'une douleur extrême à on a éteint l'interrupteur et je ressentais encore de la peine et de la tristesse forcément, mais en fait, à une intensité tellement moins forte. À la suite de la mort d'Oreo, j'ai eu vraiment énormément de mal à dormir. J'étais en hypervigilance tout le temps parce qu'en fait j'avais extrêmement peur de perdre Chouquette, vous vous en doutez. Du coup, je me réveillais plein de fois dans la nuit. Dès que j'avais la sensation qu'elle était partie depuis trop longtemps et qu'elle ne rentrait pas, je sortais l'appeler. J'étais extrêmement stressée, j'étais extrêmement anxieuse, j'étais hyper fatiguée en fait de tout le stress que j'avais eu. Je pense que voilà, mes glandes surrénales, elles ont envoyé tout ce qu'elles pouvaient et en fait après j'étais vidée. Donc à la suite de la mort d'Oreo, j'ai été extrêmement en colère contre moi. Parce que détail que je ne vous ai pas dit au début de la vidéo, c'est que en fait, le soir de la nuit où il a disparu, donc le soir avant que je me réveille avec cette fameuse intuition, j'étais en train de regarder la télé et Oreo, il se trouvait sur le fauteuil qui était en face de moi, un peu à gauche. Je revois très très bien la scène là aussi. Et en fait, à un moment donné, j'ai entendu « C'est la dernière fois que tu me vois ». Alors évidemment, quand j'ai entendu ça, je me suis dit non mais n'importe quoi. Là, je sais pas ce que tu es en train d'entendre, mais n'importe quoi. Pourquoi ça serait la dernière fois que je le vois? Non, n'importe quoi. Et j'ai pas écouté. Et en fait, je m'en suis voulu énormément de pas avoir pris en considération ce que j'ai entendu. Même si je sais que ça n'aurait certainement rien changé, parce que le fait d'avoir entendu ça, ça voulait dire que j'étais prévenue et qu'en fait, il allait se passer quelque chose. Et j'aurais certainement rien pu faire pour empêcher ça ni pour le sauver. Mais n'empêche que j'ai été extrêmement en colère contre moi-même parce que même si ce soir-là, en fait, avant d'aller me coucher, je lui ai fait un gros câlin, je lui ai dit que je l'aimais fort, en fait, j'ai pas pu lui dire au revoir. Quand on dit pas au revoir à une personne, déjà c'est difficile quand elle disparaît comme ça de manière violente et brutale. Mais en plus, moi, Oreo, j'ai pas retrouvé son corps. Ce qui fait que dans le processus de deuil, c'est encore plus difficile, en tout cas pour moi, quand on ne voit pas le corps de la personne et là, quand on ne voit pas le corps de l'animal. Parce qu'en fait, il y a toujours cette partie de vous,
tant qu'elle voit pas les choses vraiment, enfin en tout cas pour moi ça a été comme ça, ben il y a une partie qui se dit non mais en fait ça n'a pas pu arriver. Non, c'est pas possible, c'est pas arrivé. Et donc moi ça m'a aussi empêché de faire mon deuil et ça m'a laissé aussi dans ce truc où pendant des mois j'ai espéré en fait le voir passer la porte, le voir passer la fenêtre. J'ai espéré que quelqu'un allait m'appeler et me dire qu'il l'avait retrouvé, ou qu'un vétérinaire allait m'appeler et me dire qu'on l'avait retrouvé du fait qu'il soit pucé. Et en fait, j'étais dans le déni. Je voulais pas me dire que mon chat avait disparu et était mort de cette manière-là. Pour moi, c'était impensable. Tellement il était doux, tellement il était gentil. Et là-dedans, en fait, il y avait cette sensation pour moi d'être quelqu'un d'horrible, de pas avoir fait suffisamment, alors qu'en fait, je sais pertinemment que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il y a une partie de moi qui ressent toujours en fait que il n'a pas pu compter sur moi au moment où il en avait le plus besoin. Cette sensation de ne pas avoir assuré, de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait, alors qu'en fait, je sais aussi que j'ai fait tout ce que j'ai pu, à part moi me mettre en danger pour aller le chercher, c'est la seule chose que j'ai pas fait, mais je sens qu'il y a une partie de moi qui se dit mais même ça en fait, t'aurais dû le tenter. Alors que je sais pertinemment que me mettre en danger moi et rester coincé sous terre, ça n'aurait rien apporté, ça n'aurait rien changé. Je l'aurais peut-être pas retrouvé pour autant. Mais il y a quand même voilà ces parts de moi-là qui ressentent toujours ça et qui ont toujours pas réussi à me pardonner à moi-même en fait. Comme si j'étais responsable alors que je sais que je suis pas responsable. Mais voilà, j'ai été extrêmement en colère contre la vie. J'ai eu l'impression d'être punie parce que je n'ai pas compris en fait pourquoi on m'avait enlevé mon chat de manière aussi violente et aussi brutale et que moi j'ai dû vivre ça en plus avec tout ce que ça voulait dire derrière. Et cette colère en fait, je l'ai gardée pendant 3 ans, hein, parce qu'en fait là il n'y a que depuis septembre 2023 où j'ai fait le choix d'aller chez la psy, sinon avant ça je l'avais à l'intérieur de moi. Et en fait cette colère-là, j'ai pas voulu la lâcher, déjà parce que le fait d'y être accrochée, ça me donnait l'impression que Oreo était pas parti, en fait que je m'accrochais à lui et que voilà, tant que la colère resterait là, en fait il serait là aussi. J'avais pas non plus envie d'aller la voir, cette colère. J'avais pas envie de commencer à guérir parce que ça voulait dire que je le commençais à le laisser partir et en fait, j'étais pas du tout prête à le laisser partir, comme avec toutes les morts, tous les décès violents, traumatisants et soudains. Il y a une partie de nous qui est tellement sous le choc en fait de ce qu'elle vient de vivre que laisser partir la personne, que laisser partir Oreo, pour moi, c'était impossible. Donc comme je vous l'ai dit, le jour de la mort d'Oreo, je me suis dissociée. Donc c'est ce qu'on appelle une dissociation post-traumatique. Ce qui est venu provoquer la dissociation, c'est que c'est venu créer comme un plexiglas en fait transparent entre moi et les autres, entre moi et mon environnement, entre moi et moi-même et entre moi et mes émotions. J'emploie la métaphore du plexiglas transparent parce que c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le ressens, que je le voyais et que je le ressentais, parce qu'aujourd'hui ce plexiglas il est plus là, mais pendant 3 ans en fait c'est vraiment comme ça. J'ai eu la sensation en fait de voir ma vie derrière une vitre et de plus du tout en faire partie. Ça m'a bien arrangée dans le sens où la vie elle venait de me faire tellement mal que le fait de la regarder derrière une vitre, de ne plus vraiment en faire partie, en fait elle ne pourrait plus me faire aussi mal. Peu importe ce que je vivais, c'est pas grave, je vais le vivre, ça va passer. Puis c'est de toute façon, je ressens les choses de manière beaucoup moins forte, ça glisse sur moi quoi. Et le problème de tout ça, c'est que ça m'a aussi coupé des émotions positives et notamment de la joie. Ça a été mon plus gros problème. Du bonheur, le fait de prendre du plaisir et par extension de l'amour. Et en fait, ce que c'est venu créer, c'est que comme j'étais dissociée de tout ça et que je ne le ressentais plus, dans le sens où en fait toutes les émotions positives que je viens de vous citer, elles ne venaient plus jusqu'à moi. Elles ne rentraient plus à l'intérieur de mon corps, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est-à-dire qu'elles venaient se heurter sur le plexiglas, elles ne m'atteignaient plus, je ne les ressentais plus, elles me glissaient dessus quoi. Et le problème, c'est que en fait dans mon quotidien, je ne baignais plus que dans la tristesse, dans le chagrin,
Et ça a favorisé, en fait, à installer un état dépressif parce qu'en fait, quand vous baignez constamment dans quelque chose de terne, de morne, parce que moi, c'est vraiment la sensation que j'avais. Plus rien n'avait de couleur, plus rien n'avait de saveur, plus rien n'avait de sens. Tout était, ouais, ben, c'est quoi, c'est pas grave, c'est bon, quoi. Ce qui a été compliqué, du coup, à vivre parce que ben, vous êtes complètement déconnecté de une ou plusieurs parties de vous. Ça augmente le sentiment de tristesse et de solitude et ça favorise en fait à créer ce puits en fait dans lequel vous vous enfoncez de plus en plus. Et surtout, ça m'a fait me sentir comme une imposteur pendant tout ce temps. Parce que du fait que je ne ressentais plus, surtout la joie, je ne ressentais plus la joie, à chaque fois que j'étais dans une situation où j'étais censée éprouver une des émotions que je viens de vous évoquer, parce qu'en fait, ces émotions-là, je les connais puisque je les ai déjà éprouvées dans ma vie. Donc en fait, je connais leurs couleurs, je connais leurs vibrations. Donc quand j'étais dans une situation où j'étais censée les éprouver, en fait, je les voyais arriver jusqu'à moi, je reconnaissais leurs couleurs, je reconnaissais leurs vibrations, sauf que, paf, en fait, elles venaient se heurter au plexiglas et en fait, c'est comme si elles glissaient dessus et elles ne m'atteignaient jamais. Donc dans une situation où j'étais censée être heureuse, par exemple, ben en fait je mentais. En tout cas moi c'est la sensation que ça me donnait, dans le sens où je disais, où je répondais, ah ben ça me fait plaisir, je suis heureuse, je suis contente, ce qui en fait était vrai, parce qu'il y avait une part de moi en fait qui éprouvait ça, sauf que comme cette part de moi venait se heurter sur ce plexiglas, ben en fait pour moi ça me donnait la sensation de mentir, puisque je ne les éprouvais pas vraiment. Et c'est ça qui a été très ambivalent et qui est très ambivalent, je trouve, avec la dissociation, c'est qu'il y a vraiment ces deux côtés, en fait, où oui, d'un côté, vous l'éprouvez, mais en fait, c'est tellement loin, tellement dissocié que vous le percevez derrière une vitre, en fait, sans jamais pouvoir l'atteindre et le toucher vraiment et le ressentir. Et il y a ce côté de vous, en fait, qui, ben, en fait, elle est terne, elle est morte, et ben, en fait, vous avez l'impression que non, vous ne ressentez plus rien. Et c'est très compliqué de gérer ça au quotidien. C'est très compliqué d'essayer de garder la face tout le temps. C'est très compliqué en fait de se mentir à soi et donc de mentir aux autres parce que moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et ça m'a vraiment donné l'impression qu'en fait j'allais jamais réussir à retrouver en fait le bonheur, à retrouver la joie, à reconnecter au plaisir, à vraiment ressentir de l'amour dans le quotidien en fait. Et c'est extrêmement déstabilisant, enfin, c'est pas du tout agréable quoi en fait, vous l'aurez compris. Et ce qui a intensifié tout ce que je ressentais déjà et qui au fil des mois en fait m'a fait entrer en deuil pathologique, c'est le fait qu'on ne parle jamais ou alors vraiment très très peu de deuil animalier et que on ne parle jamais non plus de la profondeur de ce qu'on peut ressentir et de la détresse dans laquelle on peut se retrouver après la perte d'un de nos animaux. Et comme on parle très peu de ça, je n'ai pas réussi à trouver de témoignages de personnes qui avaient vécu la même chose que moi avec des symptômes entre guillemets aussi forts que les miens, auxquels me raccrocher. Et donc ça a favorisé en fait le sentiment de solitude, le sentiment de me sentir bizarre et de ne pas être normale. Ce qui fait que si les premiers temps, en fait, les premiers jours, premières semaines, les 2-3 premiers mois, je disais à quel point j'allais mal, ben en fait, au fil des mois, j'ai arrêté de le dire. Comme on est censé aller mieux au fil du temps et que moi, c'était pas mon cas, et que je sentais vraiment que ça m'avait provoqué quelque chose de grave, ben en fait, je l'ai gardé pour moi. J'ai continué à avancer en gardant tout ça pour moi parce que je n'avais absolument pas envie d'être confrontée à des phrases telles que mais Marion, maintenant ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, tu devrais passer à autre chose, c'est bon, c'était qu'un animal, t'en auras d'autres des chats, tu peux en acheter un autre, tu peux en récupérer un autre. Je ne sais pas si vous vous imaginez la violence de ces phrases quand vous êtes en pleine souffrance, en pleine détresse et qu'en fait votre animal il vous manque énormément. Et ces phrases-là, je les ai aussi lues et entendues dans des témoignages qui touchaient le deuil d'un être humain et même le deuil d'un enfant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de ce genre de phrase quand vous êtes en deuil et qu'en fait vous n'arrivez pas à passer à autre chose tellement votre tristesse et votre détresse elle est profonde. Vraiment, c'est des phrases qui sont pleines de jugement. Alors des fois il y a des personnes qui sont juste maladroites, ok, mais n'empêche que
ça fait extrêmement mal. Et moi, je n'avais pas envie d'être confrontée à ce genre de phrases parce que j'étais suffisamment mal comme ça sans qu'en plus ça vienne me faire culpabiliser davantage de pas être normale et de pas vivre un deuil comme le vivent la plupart des gens. Ces phrases, elles sont horribles déjà de par la violence qu'elles contiennent, mais en plus, elles viennent invalider votre ressenti, elles viennent invalider votre souffrance, et je pense que ça, c'est encore pire, parce que quand vous osez, en fait, vous livrer à quelqu'un et que derrière, vous recevez simplement, en fait, en échange de ce que vous vous donnez, ce genre de phrase, au fur et à mesure, après, vous n'avez plus du tout envie de vous livrer. Vous n'avez plus du tout envie de partager ce que vous ressentez parce qu'à chaque fois, ou en tout cas très souvent, vous allez être confronté à ce genre de choses. Ce qui est accentué par le fait, en tout cas je trouve, que dans notre société, on met encore trop en opposition les êtres humains et les animaux, comme si on avait le droit pour les êtres humains d'être extrêmement tristes, de développer des symptômes profonds, et pour les animaux d'être tristes, mais bon, fallait pas trop que ça dure longtemps parce que faut pas déconner, c'est que des animaux. Alors que ça n'a aucun sens. Le lien d'amour, la profondeur du lien d'amour, il est tel qu'il est, que ce soit avec des animaux ou des êtres humains. Et je vais être encore plus honnête avec vous, la mort d'Oreo, ça a été le pire décès auquel j'ai été confrontée de ma vie. C'est la pire souffrance à laquelle j'ai été confrontée de ma vie. Et pourtant, j'en ai vécu quand même des trucs assez difficiles, aussi bien psychologiquement que physiquement ou émotionnellement. Mais sa mort à lui, c'est le pire de tout. Donc j'ai continué à avancer en gardant tout ça pour moi, en gardant tout ça bien rangé à l'intérieur. Et en fait, au fil des mois, au fil des années, ben, ça n'a fait que grossir, que prendre de l'ampleur à l'intérieur de moi, parce qu'en fait, ça voulait juste sortir pour être regardé. Et même ce qui était dans la petite boîte là lors de ma dissociation, n'oublions pas. Sauf que moi, je n'y arrivais pas et je ne voulais pas aller voir parce que je savais à quel point ça allait me faire mal. Donc en fait, pendant 3 ans, je me suis évertuée à maintenir la pression en essayant d'appuyer de toutes mes forces sur le couvercle pour que ça n'explose pas, en me disant que non, j'allais y arriver, j'allais gérer, j'étais suffisamment forte pour ça. J'avais vécu plein de trucs difficiles dans ma vie, que j'avais beaucoup de force psychologique, de force mentale, que j'étais extrêmement résiliente et que du coup ça c'était une épreuve de plus que j'allais réussir à affronter toute seule et à remonter à la surface, sauf qu'en fait ben pas du tout. Alors j'ai réussi à me maintenir à la surface quoi, en buvant la tasse pendant 3 ans, mais je n'ai pas réussi à sortir de ça, j'ai pas réussi à aller mieux. Ajouter à tout ça le fait que pendant ces 3 années également, j'ai vraiment essayé d'être présente sur Instagram, de me maintenir. J'ai essayé de partager de manière régulière autour des sujets qui me plaisent et dont j'aime parler, dont l'intuition, puisque pour moi c'est mon sujet vraiment de prédilection. J'adore parler de ça et aider les gens à la comprendre, à pouvoir l'écouter, à pouvoir l'utiliser au quotidien de manière simple et de créer un lien unique avec sa propre intuition. Eh bien, en fait, je me suis mis énormément de pression à vouloir être présente et régulière sur Instagram, alors que mon état à moi ne me le permettait pas forcément. Sauf qu'en fait, j'ai persévéré dans cette voie, j'ai forcé en fait. J'ai forcé pour essayer de rentrer dans une case et dans un moule qui correspondait à la manière dont on devait se servir d'Instagram, dont être régulière, poster tant de fois, ce genre de trucs, mettre tant de hashtags, etc. Et en fait, tout ça, ça m'a énormément fatiguée. En plus du fait de me mettre énormément de pression, donc aussi bien dans la manière de fonctionner que la pression que je me mettais moi pour continuer à y être, ben en fait ça m'a fait énormément culpabiliser. Énormément culpabiliser parce qu'en fait je voyais bien que j'y arrivais pas, malgré ce que je pouvais faire et l'énergie que j'essayais de mettre dedans, j'y arrivais pas. Je voyais que je prenais pas de plaisir à le faire, parce que si vous vous souvenez bien, je ne ressens plus les émotions positives. Et donc le fait de prendre du plaisir au quotidien dans ce qu'on fait, bah, ça en fait partie. Donc quand vous êtes dans cette démarche de créativité et qu'en fait quand vous faites les choses, vous ne prenez plus de plaisir à les faire, mais en fait ça devient très compliqué de continuer à faire ça sur le long terme. Et en fait je n'arrivais plus.
à aller au bout de mes projets, j'arrivais plus à aller au bout de ce que je commençais parce que, en fait, petit à petit, mon énergie, elle baissait jusqu'à ce qu'en fait, je sois épuisée et que je ne trouve même plus la force, en fait, aussi bien physique que psychologique, de continuer quelque chose que j'avais commencé et qui n'avait plus de sens, en fait, à l'intérieur pour moi. Le fait que je m'acharnais à vouloir utiliser Instagram comme on le voit un petit peu partout, au niveau, marketing, et qu'en fait, moi, ça ne me correspondait pas du tout. Donc ça a contribué à me faire en fait sombrer. Ça a contribué aussi à me faire en fait déborder et en fait à faire que ce ras-le-bol général en fait, il monte, il monte, il monte et en fait que je commence à supporter de moins en moins de choses. Parce que simplement la pression qui était là depuis le début, déjà de par la mort d'Oreo, mais ça aussi, le fait que pendant 3 années, j'essaye et que j'y arrive pas, en fait, il y a une pression et un ras-le-bol à l'intérieur de moi qui sont montés, qui étaient vraiment faramineux. Et petit à petit, en fait, Instagram, c'est vraiment devenu quelque chose qui était extrêmement lourd pour moi. Et en fait, petit à petit, j'ai également arrêté d'y aller pour alimenter mon compte, donc Marion Ciel et Terre. J'y allais uniquement pour voir des comptes en fait que j'aimais énormément et qui me procuraient énormément de plaisir là pour le coup parce que c'était vraiment ce que je ressentais et ça me faisait énormément de bien de ressentir ça. Ça me procurait beaucoup de sérénité, de légèreté, de paix parce que c'était des comptes qui étaient liés à la créativité, à la peinture, à la nature. Et ça me nourrissait énormément. Et en fait, quand j'ai compris que Instagram pouvait être aussi lié à quelque chose qui me fait du bien, bah là, ça a switché. Et en fait, là, j'ai décidé de tout arrêter pour tout remettre à plat. Remettre à plat, c'est venu avec au fil des mois hein, et le fait que j'aille chez la psy et que je me questionne et tout et de voir un petit peu en fait qu'est-ce que moi j'avais envie de faire. Et en fait, fuck comment on doit être sur Instagram, fuck comment on doit poster, fuck d'être régulière, machin truc, fuck de poster que des trucs qui appartiennent à mon compte et de pas forcément partager des choses d'autres personnes, parce que ça, moi, par exemple, c'est un truc que je ne comprends pas. Je veux dire, je me suis retenue pendant des années en fait de partager des choses qui venaient d'autres comptes parce que mon compte est censé être une vitrine de ce que je propose et en fait aujourd'hui je trouve ça ridicule. Donc le fait de remettre à plat vraiment ma relation à Instagram, ce que j'en voulais, de ce que moi je voulais faire. Donc ça a été vraiment très bénéfique en fait cette coupure nette avec les réseaux sociaux, aussi bien donc comme je vous le disais pour remettre les choses à plat, mais aussi parce que j'en avais besoin émotionnellement et que c'était voilà, je débordais, il fallait que je coupe avec tout, que je fasse table rase de tout et que je me concentre que sur moi. Et la petite chose qui est venue rajouter à mon vase qui était vraiment à ras de déborder et qui a été la goutte d'eau, c'est que, en plus du coup de tout ça, parce que là je vous le fais morceau par morceau parce que c'est une vidéo, mais en fait il faut bien se rendre compte que tout ce que je vous raconte s'est passé en même temps. Ça a été vraiment un tourbillon en fait dans lequel tout était mêlé, interconnecté, tout se mélangeait et tout a favorisé en fait que ça remonte à la surface et que j'explose. Eh bien c'est le fait que l'été dernier, donc en été 2023, mon hypersensibilité, avec tout ça, elle m'a littéralement explosé à la figure. Parce qu'en fait, la pression qui était en train de monter, le ras-le-bol qui était en train de monter et tout ce que mes sens en fait étaient en train de déborder, bah, mon hypersensibilité qui est liée à tout ça et qui en fait me permet de capter mon environnement, de comprendre mon environnement au niveau vraiment encore plus subtil. Elle est liée à mes émotions, elle est liée à ma sensibilité, hypersensibilité, mais elle est également interconnectée avec mon intuition et mes capacités extrasensorielles. Donc c'est un petit peu comme si mon hypersensibilité, elle me permettait en fait de voir, de ressentir, de percevoir de manière beaucoup plus rapide et plus accrue des informations en fait qui se trouvent dans mon environnement et notamment des informations énergétiques, des ressentis que d'autres personnes ne vont pas forcément voir de manière si précise. Sauf que, si mon hypersensibilité de base, c'est une alliée pour moi, là, le fait qu'elle m'explose à la figure, avec elle, elle a fait sauter cette barrière, en fait, qui me permet de
laisser à l'extérieur ce qui appartient à l'extérieur, de laisser aux gens ce qui appartient aux gens. Et donc, en fait, c'est devenu mon enfer personnel parce que je me suis mis à ressentir tout de manière hyper forte. Et en fait, toutes les informations que d'habitude je capte de mon environnement et qui me permettent de comprendre plus facilement les gens, de comprendre plus facilement une situation, de recevoir des informations, de capter des informations, et bien en fait, c'est devenu envahissant parce que je n'arrivais plus à les traiter. Je n'arrivais plus à les gérer, je n'arrivais plus à les digérer. Et en fait, ça a contribué à me faire littéralement exploser. Je ne supportais plus rien. Vraiment, je n'avais qu'une envie. C'était de dire à la terre entière et à tout ce que je percevais, putain, mais fermez-la. Tellement ça devenait un brouhaha énergétique que je n'arrivais plus en fait à laisser à l'extérieur parce que moi, j'étais littéralement en train de déborder. Ça a été insupportable. Vraiment, ça a été insupportable. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, même si je sens que la séparation en fait entre moi et l'extérieur, elle n'est pas encore redevenue très solide. Il y a des fois où, mais ça va mieux. Mais ce qui a été très compliqué du coup, avec le fait de tout percevoir de manière aussi vive et aussi envahissante, c'est que les relations avec les gens, forcément, ou le fait simplement d'être en contact avec quelqu'un et de parler avec quelqu'un, c'est devenu très compliqué pour moi parce que je ressentais tout de manière tellement forte que je le prenais sur moi et ça rajoutait en fait à tout ce que je ressentais déjà. Et ce qui a été très très compliqué, peut-être que ça va vous choquer, mais j'en suis désolée, c'est parce que c'est la vérité, c'est tous les gens qui sont pessimistes, qui sont râleurs, qui sont rabat-joie, qui voient le noir partout, qui n'arrêtent pas de râler, qui parlent sur les autres sans cesse, qui adorent se baigner dans leur marasme personnel et qui ne font absolument rien et qui n'ont absolument pas envie de s'en sortir et qui adorent déverser tout ça sur les autres pour le partager, quoi. Ça, c'est devenu insupportable pour moi, même encore à l'heure actuelle, je ne supporte plus ces gens-là. Vraiment, autant avant, j'arrivais à laisser ça à l'extérieur, autant là, je pense que c'est tellement lié à toutes les émotions, en fait, de tristesse, de négativité qui m'ont envahi pendant 3 ans, même si pendant ces 3 années, depuis la mort d'Oreo, je n'ai jamais été dans la victimisation de ce que je ressentais. En fait, pendant 3 années, j'ai tout fait. Donc, j'ai tout fait, si vous langue des oiseaux. J'ai tout fait pour m'en sortir, j'ai tout fait pour aller mieux, j'ai tout fait pour me sortir de là. Et du coup, ces personnes-là qui sont gna gna gna, ça m'insupporte. Vraiment, ça m'insupporte, je ne comprends pas. C'est pas un jugement quand je dis ça parce que chacun fait de son mieux, etc. Mais c'est vraiment, ça m'insupporte parce que ça vient en fait me hérisser de l'intérieur et je ne peux plus. Donc ça, c'est le truc qui est encore à l'heure actuelle le plus difficile pour moi à gérer. C'est les personnes extrêmement négatives. Je travaille dessus, hein, c'est en cours de résolution. Mais bon, voilà. Donc, désolée si vous trouvez ça un petit peu extrême, mais c'est la vérité, donc voilà, je vais pas faire genre que c'est pas vrai. Voilà, donc ce qui s'est passé un petit peu pour moi durant ces 3 années. Voilà pourquoi du coup j'en suis venue à complètement quitter Instagram pendant plusieurs mois. Je voudrais terminer cette vidéo par 2 choses. La première, c'est que en fait on ne sait jamais réellement ce qui se passe dans la vie d'une personne, on ne sait jamais comment elle se sent à l'intérieur, malgré ce qu'elle peut laisser paraître à l'extérieur ou ce qu'elle peut montrer sur les réseaux sociaux. Et surtout que les réseaux sociaux, ce ne sont pas la vraie vie. Et que parfois, les personnes, elles en partent, elles en disparaissent parce qu'elles ont besoin de se concentrer sur la vraie vie. Peut-être parce qu'elles vont très très bien et justement, elles sont dans plein de projets qui font qu'elles n'ont pas le temps de se consacrer à ça. Ou parce que elles ont besoin de guérir, de se concentrer sur elles, comme ça a été mon cas. Et la deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est de ne pas sous-estimer ce que peut venir provoquer chez nous la perte de quelque chose. Donc là, c'est la perte, moi c'est la perte de mon chat, ça peut être la perte d'une personne chère, d'un membre de notre famille, mais ça peut également être aussi la perte d'un travail, la perte d'une maison, enfin ça peut être la perte de plein de choses. Et de ne pas rester en fait avec
cette tristesse-là, cette détresse-là, même si en fait ça fait peut-être des années que vous avez perdu quelqu'un et que vous vous sentez toujours mal et que vous dites bah non je vais pas y aller parce que maintenant ça fait trop longtemps, on va me dire que bah pourquoi t'as attendu si longtemps ou mais comment ça se fait que t'en es encore là. Ne restez pas avec ça parce que c'est vraiment destructeur. Et l'autre chose que j'aimerais que vous vous rappeliez, que vous gardiez en tête, c'est de vous souvenir qu'il y a des personnes qui autour de vous ont le cœur assez grand pour vous écouter sans vous juger. Et il y a des personnes qui ont également les bras assez grands ouverts pour vous réconforter sans chercher à faire rien d'autre. Concentrez-vous sur ces personnes-là. Si vous n'en avez pas autour de vous, cherchez-en. Ça peut simplement être un thérapeute, un ou une psychologue. C'est pas forcément des fois les personnes de notre entourage parce qu'ils sont trop impliqués émotionnellement. Souvent, le fait d'appeler pour prendre rendez-vous chez le ou la psy et de passer le premier pas, d'aller au premier rendez-vous, c'est souvent le plus difficile. Personnellement, pour moi, c'est ce qui a été le plus compliqué, bien que les premières séances n'ont pas du tout été rigolotes, hein, parce que j'ai sorti tout ce que j'avais pas sorti depuis 3 ans et j'ai pleuré comme pas possible, j'ai eu hyper mal. Mais vraiment, ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'est de passer ces premiers caps de l'appel pour la prise de rendez-vous et d'aller au premier rendez-vous. Prenez soin de vous, sincèrement, faites-vous accompagner, faites-vous aider, parce que vous le méritez et que rester avec une détresse pareille, une détresse comme celle que je viens de vous raconter, en fait, ce n'est pas du tout agréable, c'est extrêmement destructeur. Et après, pour arriver à faire le chemin inverse, à se reconstruire, eh bien, en fait, c'est long, ça demande énormément de temps, puisqu'on est allé tellement loin que ben, forcément, après, il faut remonter petit à petit à la surface. On y arrive, hein. Aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé et ça va mieux, mais il y a encore plein de choses que, voilà, que j'ai besoin de continuer à reconstruire, de continuer à guérir, de continuer à pacifier. Donc voilà, le mot de la fin, ça sera simplement de prendre soin de vous, sincèrement, et de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, j'espère que ça vous aura pas trop chamboulé. Et encore un grand merci, et puis bah, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Je rêve, il y a un pivert, je fais une parenthèse, il y a un pivert dans mon jardin. Franchement, je suis à 2 doigts d'arrêter de filmer pour le filmer lui, quoi. Si j'y arrive. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire.